Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circule Lab et une conversation dans laquelle on va parler aujourd'hui de vin, on va parler réemploi, on va parler coopération, coopérative. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Etchebiragaray, qui est cofondateur de Joyon. Comment ça va aujourd'hui, Marc? Merci Justine, ça va très bien. Merci de m'accueillir dans ce petit enregistrement pour parler de notre aventure. Eh ben avec grand plaisir. Cette petite aventure, tu vas nous en parler. En tout cas, vue de l'extérieur, elle paraît pas si petite. Tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant, moi en tout cas, m'impressionne. On va y revenir, mais j'ai eu l'occasion de consommer aussi les vins que vous distribuez. Euh, Comment est-ce que nous on s'est rencontrés et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je t'ai proposé de venir dans ce podcast? On s'est rencontrés dans le cadre du projet dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises dans Radio Circulab de sortie des plastiques à usage unique pour la ville de Paris, parce que Joyon faisait partie des acteurs particulièrement volontaires, des acteurs qui proposaient des solutions, mais en plus de ça qui rassemblaient derrière des restauratrices et des restaurateurs qui faisaient le choix du réemploi. Et donc je me suis dit que c'était une belle occasion, ce podcast, pour découvrir de l'intérieur qu'est-ce que Joyon. La petite particularité pas forcément de cet épisode, mais en tout cas du sujet, c'est qu'on va en faire une série. Et pour une fois, on va essayer de couvrir peut-être pas l'ensemble de la chaîne, mais au moins 3 étapes. Donc, je vais aller interviewer des vignerons avec lesquels vous travaillez et également un restaurateur ou une restauratrice avec lesquels vous travaillez pour avoir les 3 points de vue, tout simplement de la vigne jusqu'à la consommation, avec vous au milieu de toute cette chaîne. J'ai beaucoup parlé, donc sans plus attendre, je te propose de te présenter, nous dire un peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a mené à cette aventure. Merci Justine pour cette petite présentation. Voilà, moi, Marc Etchebiragaray, je viens du sud-ouest de la France, comme mon nom l'indique, originaire du Pays Basque. Voilà, je suis à Paris depuis un petit moment maintenant, hein, j'ai une cinquantaine d'années. J'ai eu différentes activités professionnelles qui m'ont aujourd'hui orienté vers la création avec d'autres personnes de Joyon, une coopérative engagée dans le réemploi dans les bouteilles de vin. Et pourquoi Joyon? En fait, j'ai eu un parcours un peu atypique. Je suis un prof de sport qui s'est reconverti. Je suis devenu restaurateur et voilà, maintenant je m'engage dans la partie un peu viticole, sachant que historiquement dans ma famille il y avait des personnes qui étaient déjà engagées et dans la restauration et dans le vin. Donc voilà, tout s'explique dans mon parcours aujourd'hui. Voilà, donc pourquoi Joyon? En fait, mon activité avant Joyon, j'ai été le responsable alimentation d'une association qui s'appelle Yes We Camp, Ouais. avec laquelle on a toujours beaucoup réfléchi à améliorer en fait la situation avec les différents fournisseurs dans la restauration, notamment le vin, notamment les différents aliments qu'on peut trouver dans la restauration de tiers-lieux engagés. Ouais. Et un sujet s'est posé sur trouver un prix juste sur notamment les boissons. Pourquoi on payait voilà, un demi, 2,50 € et pourquoi pas 5. Et pareil pour le vin. Donc on a eu l'occasion de faire une réunion avec les différents acteurs, des vignerons, des distributeurs, des restaurateurs et voilà, des personnes de chez Yes We Camp. Et on s'est mis autour d'une table, on s'est dit comment on pouvait essayer d'améliorer tout ça en parlant de chacun de nos problématiques. Et dans le cadre d'un festival d'alimentation durable, Ouais. à Bercy-Beaucoup, qui était un lieu qui était piloté par Yes We Camp, voilà, on a fait une première cuvée où les vignerons sont venus sur le terrain à Paris, ce qui était aussi assez rare que les vignerons puissent discuter avec les gens avec qui sont leurs futurs consommateurs. Ouais. Et donc on a fait une mise en bouteille en direct, délocalisée. Et voilà, c'est comme ça que c'est créé le première cuvée Joyon. Ok. Voilà. Et pourquoi Joyon? Il y a quelque chose derrière le nom ou... Alors Joyon, en fait, c'est jouir ensemble.
Ouais, ok. Donc, en fait, on avait fait un petit jeu avec les différents euh, fondateurs, à savoir comment on allait appeler ce projet-là de réemploi. Ouais, Et il y avait une grosse envie de partager des moments de joie. ouais, Alors, c'est parti là-dessus. ok. Puis on a fait un brainstorming un peu rigolo. Ok. Et puis voilà, on est parti sur Ah, c'est joyant cool. parce que donc jouir Et le joyant on, parce que voilà, ouais, ouais, voilà, carrément. pour être ensemble. Non, c'est ok, bien trouvé et facile à retenir, je trouve. Voilà. Ok, donc tu as commencé un peu à nous parler de cette coopérative, de ces cuvées. On va revenir dans quelques minutes sur précisément qu'est-ce que Joyon, comment ça fonctionne et décomposer un petit peu cette chaîne. Peut-être avant ça, je rebondis juste sur Yes We Camp. Peut-être que on fera un épisode un jour avec eux. Mais Yes We Camp, je vous invite à regarder tout ce qu'ils font. C'est vraiment super. Et ils incarnent aussi tous ces enjeux de circularité et de local. Maintenant, pour revenir à notre sujet, est-ce que tu pourrais nous faire une petite mise en contexte sur les enjeux environnementaux, sociétaux, économiques de la filière du vin? Tu as commencé là à mentionner la notion de prix juste, et voilà. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres enjeux, peut-être qu'on connaît moins. Et c'est le premier épisode qui porte spécifiquement sur cette thématique. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous aiguiller? Oui, ben en fait, les premières questions des vignerons, c'était les vignerons avec qui on travaille sont des vignerons qui ont la chance de se poser des questions et qui ont la possibilité, comme ils sont suffisamment grands, de tester d'autres, de changer un peu leur habitude de travail. Et notamment un qui s'appelle La Ferme des Arnaud, peut-être que Ouais. tu iras interviewer, euh, a eu l'opportunité de faire un bilan carbone de leur domaine. Et voilà, de manière, c'est un vignoble qui est engagé en agriculture biologique depuis 1978, qui sont déjà Ouais. très engagés. Depuis longtemps, quoi, en plus. Voilà, depuis très longtemps. Je crois que c'est d'ailleurs un des premiers dans le Vaucluse à être. Ouais, parce que Ouais, c'est vraiment des précurseurs. Et du coup, ce bilan carbone a souligné que 50% de leur bilan carbone était lié à la gestion du verre. Ok, Donc, ce qui est énorme. ouais. Et il s'avère qu'après d'autres études qui ont été faites dans le milieu viticole, c'est qu'on est vraiment très souvent entre 35 et 50%, donc c'est vraiment la gestion du verre. D'acheter du verre, Ouais. de s'en servir, de le vendre Ouais. et de perpétuellement en recommander, en Ouais, refaire et de fabriquer. gérer le verre déchet aussi, qui génère énormément de... Exactement. Et du coup, ils ont trouvé ça assez effarant. Ils pensaient vraiment que c'était plus la gestion, je sais pas, de leur tracteur, Ouais, de l'essence, enfin de toute l'autre gestion du domaine qui pouvait prendre le dessus ouais. sur l'impact en bilan carbone. Mais donc, du coup, ça a vraiment été une question, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Donc, typiquement, ce domaine-là, voilà, s'est dit, tiens, est-ce qu'on est assez gros? On peut continuer à faire notre travail habituel et en parallèle, on peut Tester essayer de des faire choses. tester des choses, voilà, avec des acteurs comme nous, Ok. pour pouvoir se lancer dans la consigne. Alors c'est un peu à contre-courant aussi c'est aussi pour ça que la consigne est un peu difficile à mettre en place dans le vin. C'est un peu Ouais. les derniers acteurs à se mobiliser. Ouais. Parce qu'en fait, pendant plus de 50 ans, en fait, depuis plus de 50 ans, les vignerons ont essayé de valoriser leur vin Mhm. et les sortir de la filière des coopératives viticoles pour avoir chacun, et en fonction de chaque région et chaque appellation, une personnalisation de leur vin et d'avoir des bouteilles personnalisées et toutes différentes. Et reconnaissable. Voilà, donc la bouteille bordelaise, la bouteille bourguignonne, la bouteille champenoise. Donc aujourd'hui, de leur imposer une standardisation notamment de bouteilles, c'est vrai ils ont du mal et ils freinent tous un petit peu parce qu'ils ont tous peur de perdre un peu leur typicité âme, quoi. et leur âme, voilà, exactement, sur ce qu'est une bouteille de champagne. Alors après, il y a des projets pour trouver des standardisations par région et par appellation. Ouais. Mais c'est vrai que c'est aussi un frein. Et puis, on est tous pareils, on a tous du mal à changer et à vouloir être prêt à changer
nos modèles pour essayer d'améliorer le monde dans lequel on vit. Voilà. Donc la bouteille a à ce point-là une importance, parce que bon, effectivement, c'est quelque chose qui paraît évident quand on est sur de la grande distribution, la place du packaging, quel qu'il soit, que ce soit du verre, du plastique, du carton, du bois, peu importe. Voilà, dans la marque, dans les aspects communication, dans la couleur, dans tout ça. Dans le vin, on connaît bien ces différences de bouteilles. Mais là, tu dis que ça a une telle importance que c'est ça, en tout cas, qui aujourd'hui peut freiner la standardisation. Exactement. Alors, c'est vrai que les travaux se passent aujourd'hui par... je ne me rappelle plus du terme technique, mais c'est vraiment par appellation. C'est-à-dire que on va essayer de standardiser, par exemple, la bouteille de champagne, parce que la bouteille de champagne, il y en a... Je crois qu'il y en a une trentaine ou une quarantaine de bouteilles différentes, avec chacun leur typicité. Voilà, il y a ceux qui veulent se démarquer, ceux qui sont prêts à rester un peu dans un cadre global. Ouais. Pareil pour la bouteille bordelaise et la bouteille bourguignonne. On dirait que c'est les trois bouteilles typiques, reconnaissables. Voilà, reconnaissables par n'importe quel client et aussi acteur de la filière. Et c'est vrai que typiquement à l'export, les gens, voilà, quand ils viennent à Paris sur un bateau-mouche, ils veulent, quand ils veulent boire un verre de champagne, ils veulent une bouteille qui ressemble à une bouteille de champagne et qui sont pas forcément prêts à avoir une bouteille un peu atypique. Un peu atypique, Bon, ça prend du temps. Les changements, voilà, mais ça évolue. Ça évolue tout doucement, mais ça évolue. On va revenir après sur cet aspect standardisation et consigne. Là, tu nous as parlé du CO2, enfin de la partie carbone. Tu as commencé aussi à adresser évidemment le sujet du verre vu que c'est lié au carbone. Et puis le réemploi, on adresse la fin de vie aussi du verre, mais également l'amont. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux avec Joyon que vous adressez? Enfin, tu vois, il y a cet aspect coopératif, j'imagine aussi, qui... En fait, Joyon, on essaye, c'est une petite structure qui a 2 ans. On essaye, et comme on est encore petit, on peut encore, en tous les cas, essayer d'être le plus résilient possible sur toute notre chaîne. Donc, effectivement, on est avec les différents acteurs, on s'est dit, tiens, quel est le meilleur statut, par exemple, juridique pour pouvoir développer ce projet-là? On est parti sur un projet coopératif. Donc, voilà, Joyon, typiquement, c'est une SIC, où en fait tous les acteurs dans le projet, tous les sociétaires, pour le nom technique, ont tous une voix, un vote, même malgré le fait qu'ils aient mis plus ou moins d'argent dans le projet. Voilà, tout le monde a son mot à dire et tout le monde a le même poids en tous les cas sur les choix stratégiques de développement de la structure. Voilà, c'est des choses auxquelles on tient énormément. Et dans nos statuts, on a aussi précisé que le projet est à but non lucratif. Donc on est vraiment à cheval entre une association traditionnelle et une entreprise qui se développe avec un salarié, avec des projets de rentabilité aussi, parce qu'il faut aussi rentrer dans les clous pour que le projet perdure. Et ce statut-là, donc à la fois ce que tu évoques, la coopérative, mais aussi l'aspect but non lucratif, tu sens que ça t'aide à mobiliser justement la filière Oui, en fait, ça rassure aussi les différents acteurs, parce que dans la coopérative Joyon, on a des vignerons, on a des distributeurs traditionnels, distributeurs à vélo, on a des restaurateurs, on a des acteurs institutionnels aussi, qui s'intéressent, qui sont pas sociétaires, mais en tous les cas qui participent aux différentes réunions. Et le fait qu'on soit à but non lucratif rassure aussi les gens. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'on n'est pas là pour leur voler de l'argent. Leur voler de l'argent, voilà, exactement. Et aussi ne pas créer une start-up qu'on va revendre dans 3 ans parce qu'on est sur un projet intéressant et on va faire une levée de fonds pour gagner de l'argent et tout le monde repartit avec un billet. Voilà. Donc on est tout le monde est content et du coup il y a aussi cette liberté et cette liberté en fait d'engagement. Parce qu'on peut être sociétaire de Joyon pour 20 €. Voilà. À 20 €, on a une part et on aura un poids aussi important qu'une autre personne qui met 2000 €. Voilà. Et quand tu es sociétaire, ça c'est peut-être pour passer un petit message aussi à celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que les sociétaires, ils ont toutes et tous un rôle
dans la chaîne, ou est-ce que ça peut être des particuliers qui ont un rôle par ailleurs en tant que consommatrices et consommateurs, mais enfin comment ça s'organise cette Aujourd'hui, on est une dizaine de sociétaires, donc c'est Ouais. encore une petite structure, Ouais. hein. Et c'est ouvert à tout le monde. Ok. Voilà. La contrainte que l'on fait, c'est qu'on dit aux gens, bah, quand il y a des réunions, Faut l'idée, participer, faut quoi. participer. Donc c'est pas forcément en Ouais. présentiel, parce que tout le monde, voilà, les Bien sûr. vignerons, on a des vignerons qui sont dans la Loire, Mm. d'autres dans le Sud-Ouest, d'autres dans le Vaucluse. Mm. Donc on n'impose rien du tout, mais Ouais. on propose de participer aux réunions et de participer à l'Assemblée Générale annuelle où on Ok. fait un peu un bilan. Ok. Mais bon, ça fait que 2 ans, donc Ouais, mais on est encore en c'est bon, construction. ouais, c'est bon à savoir. Mais c'est ouvert à tout le monde, Ok. il n'y a aucun problème. Ok. Alors maintenant, tu nous as mis l'eau à la bouche pour ne pas faire de jeu de mots de vin à la bouche. Bref, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'organise Joyon? Enfin, quand je parle de Joyon, c'est vraiment l'entreprise, on l'a compris en termes de gouvernance, mais le produit Joyon, qui est finalement la bouteille de vin, autour de laquelle il y a beaucoup de choses. Il y a le contenant, il y a le contenu, il y a une chaîne, on commence à le comprendre, de réemploi à travers la consigne. Il y a évidemment l'amont avec les vignerons, l'embouteillage. Est-ce que tu peux peut-être nous décomposer cette chaîne et nous dire une bouteille, par quelle étape elle passe et comment ça boucle? Tout à fait. Ben voilà, le projet Joyon, c'est donc on va de la création du vin jusqu'au consommateur, donc du vigneron au consommateur, avec différentes étapes. La première étape, c'est la fabrication du vin, qui est faite par des vignerons qui participent au projet Joyon. Et donc, de manière tout à fait opérationnelle, le vigneron s'engage à nous envoyer sur Paris son vin. Et ça se passe comment? C'est des cuves entre 300, 600 ou 1000 litres par cuvée. Ok. Et Joyon s'engage à les commercialiser. Donc vous recevez bouteille ou vous recevez Non, on la reçoit cuve? que le vin qui est en vrac Ok. dans les cuves. Donc la cuve, ok. C'est ce qu'on appelle les cuves agricoles, c'est Ouais. des grands bacs qui nous sont livrés Ok. directement. On essaie de mutualiser ces livraisons avec leur livraison aussi de leur vin en région parisienne, Ouais. pour essayer de réduire encore le bilan carbone Mm. de ces transports-là. Mais bon, à un moment donné, il faut que le vin il arrive quand même sur Paris. Ouais. Voilà. De là, Joyon est propriétaire des bouteilles qui seront distribuées. Donc D'accord. aujourd'hui, on a des bouteilles de type champenoise qui sont assez identifiables, dans lequel on met une étiquette et on capsule. Donc le vin qui est monté à Paris, on fait des mises en bouteille dans les entrepôts parisiens ou chez les restaurateurs ou dans notre entrepôt à Montreuil. Ouais. Voilà. Donc cette cuve de 1000 litres, pour donner un exemple de vin rouge, Ouais. va être transformée en 1400 bouteilles Ok. qui seront étiquetées au nom de Joyon, mais identifiées aussi comme le vin de vigneron. Voilà. Et quand tu dis embouteiller chez les restaurateurs, ça veut dire que tu peux avoir de la mise en bouteille Oui, en fait, en fonction du flux et des besoins que l'on a en stock et des événements de certains Ouais. restaurateurs ou partenaires, Ouais. on peut faire des mises en bouteille, parce qu'on est assez mobile. On peut faire des mises en bouteille sur des lieux, voilà, sur des événements. Ok. Voilà, c'est arrivé de le faire sur des festivals. Là, l'été prochain, on a un festival Paris l'été, par exemple. Ouais. Et ben, on va faire une mise en bouteille dans le cadre d'un concert. Ok. Voilà, c'est une petite animation qui est sympa aussi parce que du coup, les gens se rendent compte réellement de ce que l'on fait. Il y a la cuve à vin qui est là. On a une tireuse à vin dans laquelle on remplit les bouteilles. Et c'est voilà, une petite animation. Donc là, t'as pas la partie étiquetage et Non, en fait, c'est l'étiquetage. vrac un peu quoi. Presque. Voilà, c'est ça. Et on capsule. C'est les bouteilles Ouais. qui arrivent, on capsule. L'étiquette est toujours faite en amont par un partenaire qui est aussi Ouais. sociétaire du projet, qui est un ESAT qui s'appelle les ailes déployées. Ouais. C'est donc un ESAT qui travaille sur la santé mentale des gens. Ouais. Et donc voilà, ces étiquettes-là, qui sont recyclables aussi, Ok. sont produites en amont. Ok. Donc là, si on revient à cette deuxième étape qui est la partie mise en bouteille, tu dis soit une mise en bouteille qui se fait dans des entrepôts Joyon, Oui.
pour ensuite une distribution, on y reviendra, mais chez les professionnels, restaurateurs, restauratrices, festivals, que sais-je. Ou alors, on peut avoir une mise en bouteille directement sur le lieu de consommation. Oui. Par exemple, Paris d'été, que tu mentionnes. Voilà, un autre exemple, par exemple, on a un partenaire assez fort qui s'appelle Rosa Bonheur, qui est un gros acteur de la nuit. Ouais, c'est un acteur de la nuit. C'est la nuit un lieu. engagée, hein. Ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, il y a toujours une fête annuelle qui s'appelle la fête au village, Ok. dont une partie des fonds est reversée au Secours populaire, je crois. Ouais. Et voilà, dans ce cadre-là, on fait en général une mise en bouteille de vin rosé, parce que c'est des grands consommateurs de rosé. Et voilà, on a une petite cuve de 300 litres, et voilà, ça fait une animation de 4-5 heures, où nous, on est content de parler de notre projet. Les clients aussi se rendent compte que voilà, la bouteille qu'ils consomment au quotidien, mais comment elle est faite. Et c'est aussi un moment fort, parce que c'est une vraie rencontre entre les vignerons et les consommateurs. C'est-à-dire que on fait les vignerons qui sont sociétaires s'engagent. Déjà, ils sont forcément en bio, enfin, ça fait partie de la charte du vigneron, et ils s'engagent à venir faire des animations avec nous. Et ils sont ravis aussi de voir, de parler de leur vin, parce que nous, la peur que l'on avait aussi, c'est que ces mises en bouteille du vin en vrac, que le vin soit un peu noyé dans le projet, et que les vignerons soient pas mis en valeur. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur les vignerons et leur travail, parce que c'est vraiment quand même leur... En tout cas, c'est d'eux que ça part, au sens le vin, il vient de là-bas, quoi. Et c'est eux qui décident ce changement de modèle. Vous intervenez comme intermédiaire. Voilà, on est des distributeurs dans des bouteilles consignées. Mais c'est... Vous êtes le chef d'orchestre de tout ça, quoi. Exactement. Et on essaie de valoriser ces vignerons qui font le plus gros du travail. Et justement, donc si on vient sur l'étape d'après... Donc, peut-être, est-ce que tu peux nous dire, quand on n'est pas sur de l'embouteillage, de la mise en bouteille directement sur place, quels vont être vos canaux de distribution? Et ensuite, peut-être enchaîner avec la suite. Qu'est-ce qui se passe une fois que la bouteille a été vidée? Pas pour les consommateurs, évidemment, mais pour la bouteille elle-même. Donc voilà, une fois que nos bouteilles sont réalisées, étiquetées et capsulées, déjà, on a quatre modèles. On a du vin rouge, du vin blanc, du vin rosé et du pétillant naturel. Ok. Voilà, donc depuis 2 ans, on a une gamme, et c'est une bouteille par couleur, à peu près. Donc on a choisi de livrer plus particulièrement les professionnels. Ce sont les restaurateurs, les traiteurs, parce qu'en vrai, on avait un meilleur taux de retour aussi de bouteilles. On a fait des tests avec des épiceries ou des particuliers, mais le taux de retour est beaucoup plus faible. On est autour de 20-30%. Alors que nous, le fait qu'on livre des professionnels et que les bouteilles restent sur les lieux, en fait, on a la possibilité de récupérer entre 85 et 90%, ce qui est très fort. Ouais. C'est une des réussites du projet, c'est celui-là. Et qui fait que les partenaires institutionnels nous accompagnent aussi. C'est qu'on est sûr de récupérer ces bouteilles parce que elles restent dans les lieux dans lesquels elles sont consommées. Et donc, excuse-moi, est-ce que tu peux redire le chiffre du taux de retour? Le taux de retour, c'est entre 85 et 90%. Donc effectivement, ce qui est énorme. Les 10% restants, c'est de l'erreur de tri, c'est de la bouteille qui se casse. Oui, c'est la bouteille qui se casse. Alors on a choisi une bouteille champenoise qui est la plus solide, mais malgré tout, parfois le goulot s'abîme. Elles sont parfois malheureusement jetées de manière involontaire aussi, ça arrive encore, parce que même si elles ressemblent à d'autres bouteilles qui sont... Voilà, des restaurateurs ont une carte avec différentes bouteilles et parfois ils jettent les nôtres, parce qu'il faut quand même jeter les autres. Ouais, c'est clair. Donc voilà, on est autour de ça. Ok. Sur 2025, c'est 92%, ce qui est, c'est énorme. Ce qui est fort aussi. C'est vraiment énorme. Ok, donc la bouteille, elle est récupérée ensuite par vos équipes ou un intermédiaire logisticien. Oui, en fait, on a deux canaux de distribution. On a un canal de distribution traditionnel en camion, avec un partenaire qui s'appelle Iroma, qui est un distributeur de vin et de fromage. On a aussi, on essaie de privilégier, encore une fois pour être le plus raisonnable possible, une distribution en vélo cargo. Ouais. Avec notre partenaire qui s'appelle Les Cargonautes, qui sont situés dans le 18e arrondissement. Donc en fait, comment ça se passe? Un restaurateur passe commande
de 5 caisses, par exemple. C'est des caisses en plastique de 12, dans lesquelles il y a 12 bouteilles. Et on essaie d'imposer aux restaurateurs qu'ils prennent au minimum 60 bouteilles. Ouais. En fait, 60 bouteilles, c'est pour remplir un vélo cargo. Ok. Voilà. Donc, elles sont livrées en vélo cargo. Et le jour de la livraison, on récupère en même temps les bouteilles vides. Ouais, ok. Voilà. Donc, sur le même trajet, on livre et on récupère les bouteilles dans les caisses qui sont après récupérées dans notre stock et qui partiront après chez notre partenaire, l'opérateur de lavage. Et donc, on y arrive. J'ai plein de questions, mais je les garde pour après, pour qu'on finisse la chaîne. Donc, elles sont collectées en vélo cargo pour optimiser le flux retour, donc on l'a compris, de la livraison. Et là, elles sont envoyées à la Villette. Exactement. Un partenaire important pour nous, qui est à proximité aussi de nos différents lieux d'entrepôt. C'est la société OECO, qui est une structure de réinsertion professionnelle, qui est aussi accompagnée par la mairie de Paris, qui était surtout spécialisée dans le lavage d'éco-cups, mais qui a, avec d'autres acteurs, eu la possibilité d'investir dans des machines pour laver les bouteilles. Du coup, nous, voilà, c'est un acteur important que l'on mobilise. Je t'interromps, c'est donc l'épisode 88 du podcast Radio Circulab où on a interviewé Olivier et Juliette d'OECO et de l'association de prévention du site de la Villette. Donc n'hésitez pas à l'écouter, ils parlent surtout des projets EcoCup, mais ils évoquent aussi d'autres projets, donc notamment le vôtre. Ok, donc là c'est envoyé, je ferme la parenthèse, envoyé chez OECO qui donc les lave. Et ensuite, c'est relivré dans Voilà, c'est relivré dans nos entrepôts et c'est reparti pour un tour de mise en bouteille. Okay. Voilà, après, on est une petite structure, donc on est en flux tendu, donc on est en fonction de la consommation, de la saison. Là, voilà, on a mis en bouteille les prochaines cuvées, c'est la cuvée 45 de rosé. Ok. Donc voilà, il a fait beau, donc tout le monde voulait du rosé. Okay. Et là, comme il fait moins beau, les gens ont moins besoin de rosé. C'est très saisonnier. C'est combien de bouteilles soit depuis 2 ans, est-ce que tu arrives à nous donner un chiffre de combien de bouteilles vous avez mis en... En 2025, on est autour de 30 000 bouteilles qui ont été distribuées. Ouais. Donc nous, on est très contents à notre échelle. Ouais. C'est déjà une quantité c'est clair. Intéressante. Après, on reste encore en petit format, on dirait artisanal, où on arrive justement à gérer en fait toute cette chaîne qui est pas simple. Voilà, qui est local et qui est encore avec des acteurs, que ce soit les SAT, que ce soit la structure de réinsertion. Notre modèle fonctionne encore, mais si on grossit, est-ce que nos acteurs pour nous accompagner, ça c'est toujours pareil, on y va très progressivement. On n'a pas envie de... Prudemment, quoi. Voilà, comme on dit dans le milieu... De scale-up. De pivoter. Voilà. De pivoter dans le business. Et j'ai plusieurs questions. Déjà, la première, peut-être pour faire écho au dernier point que tu as mentionné. Enfin, en tout cas, moi, c'est cette question qui me vient. Les vignerons, ils sont... Donc là, sur vos 4 gammes, en tout cas, les 4 vins, il y a combien de vignerons au total ? On a travaillé aujourd'hui avec 6 vignerons. Ok. Qui sont répartis dans le sud-ouest, tu disais, le sud-est, le sud-est, Loire. Loire, ok. C'est les 3 régions. Okay. Et le fait d'avoir choisi Paris comme lieu de distribution, comme lieu, donc ça va de soi, de mise en bouteille. Donc on n'a pas de fabrication, on n'a pas de vigne ici. C'est parce que c'est là où il y avait la demande. Est-ce qu'il aurait été envisageable, tu vois, de se dire, ok, en fait, on commence par mettre en place le projet au plus proche des vignerons. Est-ce que ça, t'as un avis ou c'est venu comme ça En fait, c'est venu comme ça parce que on était à Paris. Ouais. Et que tout est possible à Paris. Il y a la chance d'avoir un marché déjà un nombre de restaurants ou de traiteurs. Faramineux. Alors après, dans des plus petites villes, c'est sûr que le modèle il est peut-être plus difficile parce que c'est pas évident d'avoir les acteurs.
des acteurs engagés, bien il y en a moins. Même, même nous, on a quand même des difficultés à mobiliser des restaurants qui sont éloignés de la contrainte, enfin des engagements un peu responsables. Ouais. Le bio n'a pas le vent en poupe, faut quand même se le dire. Aujourd'hui, on a 60 restaurants partenaires. Ouais. Et 5 traiteurs, ce que j'ai très bien. Ouais. Ce qui nous rassure, c'est qu'ils sont ceux qui travaillent avec nous restent avec nous. Voilà, il y a une vraie fidélité en tous les cas des gens qui travaillent avec nous. Ouais. Et et petit à petit, on fait rentrer les gens par bouche à oreille, par des responsables de bars, de restaurants qui ont envie de changer les choses, avec des gens jeunes, des chefs engagés. Et là, l'intérêt, c'est une question que je pose souvent, mais que on est nombreux à se poser. Tu parlais au tout début du prix. Il y a un intérêt là qui est juste un engagement écologique et mine de rien une réduction de la gestion des déchets pour le restaurateur, parce que quand tu te retrouves avec tes dizaines de bouteilles de vin, faut les amener à la benne, enfin bon, bref. Donc il y a un enjeu opérationnel évidemment, mais est-ce qu'il y a aussi un enjeu économique ou non, enfin, dans un sens ou dans l'autre. Nous, on a la chance d'avoir des vignerons qui jouent le jeu et qui nous vendent, enfin, à qui on achète du vin de qualité, pas cher. Ouais. Ce qui fait que quand on rajoute à ça tout le coût en fait de la consigne, parce que ça a aussi un coût, hein, d'avoir des bouteilles solides, de les récupérer, les laver, les faire livrer à vélo, on arrive à être très compétitif sur le prix. On a aussi la chance d'avoir été accompagné par des acteurs institutionnels qui nous ont permis aussi d'investir dans notre tireuse à vin, les bouteilles, des vélos cargo pour accompagner en fait notre projet, ce qui fait qu'on a des tarifs très accessibles. Après, on peut toujours trouver du vin moins cher, évidemment. Voilà, et de qualité. Voilà, nous on a du vin accessible, bon, bio, fait par des vignerons, du vrai vin, pas du vin de négoce ou des assemblages mélangés où on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et avec des bouteilles consignées. Ouais, ok. Et alors la question suivante, est-ce que ça, c'est possible avec tous les vins, cet aspect réemploi? Alors, j'ai une piste de réponse, mais pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que déjà, il y a de la capsule. Par ailleurs, il y a une mise en bouteille qui se fait hors site, enfin qui se fait en entrepôt chez vous ou sur site de distribution. Donc, en tout cas, moi qui connais très peu cette filière-là et qui la connais juste en tant que touriste quand je vais visiter le domaine du Vaucluse, et voilà, on voit que tout est parfaitement pas maîtrisé, mais en tout cas ils sont très rigoureux sur chacune des étapes de ce produit parfois produit de luxe quoi. Donc voilà, est-ce que c'est sur tous les vins ou pas, et donc est-ce que ça pose des limites, tu vois, au modèle? Il n'y a pas de limite au modèle, sauf avec les vins pétillants. Ok. Un vin rosé, un vin blanc, un vin rouge, que ce soit un vin d'entrée de gamme ou de haut de gamme, il y a pas de souci. Le fait qu'on mette en bouteille à Paris, il y a une contrainte de transport. C'est-à-dire que malgré tout, il faut que les cuves qui montent sur Paris faut que les délais de livraison soient quand même assez courts et que cette cuve-là, quand elle est arrivée sur Paris, il faut la mettre en bouteille assez rapidement, parce qu'il y a un potentiel oxydation du vin. Et une fois qu'on a commencé à mettre dans cette bouteille, il faut la finir assez rapidement. On ne peut pas se dire, tiens, on referme la cuve et on mettra plus tard. C'est une peur des vignerons qui, toujours avec leur petit bébé, ils ont toujours peur de qu'est-ce qui va se passer sur le vin. Est-ce qu'il est bon? Est-ce que donc ils lâchent une partie. Il faut être prêt à lâcher une partie qui est très importante pour le vigneron. Parce qu'ils savent pas forcément trop ce que ça va donner. Donc on a toujours une relation assez particulière avec ça. Après, de manière plus opérationnelle, concernant les vins pétillants, on a une grosse contrainte technique. C'est qu'en fait, on n'a pas une tireuse à vin qui est capable de mettre en bouteille
du vin pétillant. Donc, Ok. sur le pétillant naturel, qui est la dernière cuvée de chez Joyon, on triche. C'est-à-dire que c'est les bouteilles qui montent directement à Paris. Ah oui, ok. Voilà. Ok. Parce qu'on n'est pas équipé, donc Ouais. c'est une machine, pour tout dire, qui coûterait Ouais, très ouais. très cher. Ouais, ouais. Et on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire. Ouais. Mais bon, ces bouteilles reviennent quand même dans le cercle, dans le cercle global du réemploi de chez Joyon. Et ces bouteilles-là, comme elles ressemblent à toutes les autres, Ok. participent après aussi au. À alimenter les autres, du coup, les 3 autres vins, quoi. Voilà. Ok. Parce qu'on a la même bouteille pour Ouais. pour Ouais, ouais. toutes les gammes. Ok. Et donc, peut-être à combler aussi ces 10% de perte de bouteilles, quoi, je sais pas, mais. Ok. Et, euh, et j'avais une autre, enfin, peut-être juste sur cette notion du vin, de est-ce que tous les vins ou pas, j'imagine que là où tu vas avoir des. En tout cas, si on prend une vision macro de le passage au réemploi de la filière viticole, et on se dit, OK, dans une perspective de reproduction de joyons sur d'autres territoires, ou alors dans une perspective de projets différents, à grande ou petite échelle, peu importe, est-ce qu'il y a quand même, selon toi, des contextes ou des vins sur lesquels c'est pas possible? Là, tu as évoqué l'enjeu du pétillant. Tu vois, bon, il y a évidemment les vins de garde ou tous ces trucs-là où le bouchon va avoir un rôle. Mais par ailleurs, je sais pas, est-ce que tu t'identifies à... Après, c'est juste on a un peu de mal à se projeter dans le futur, mais je Ouais, crois que la consigne, enfin, si elle est, à un moment donné, on n'a plus trop le choix parce que, en termes d'énergie, de ouais, coût, et si la consigne devient ouais, potentiellement obligatoire, ce qui serait peut-être une bonne idée, hein. ouais, Je pense que c'est pas un problème de mettre du vin d'entrée de gamme ou du vin ouais, haut de gamme, en fait. ouais. Il y a plein de choses qu'il faut qu'on arrive à changer, même. Toi, tu as parlé du bouchon, Mm, typiquement. Bah, il y a plein de régions dans le monde, en Australie, Nouvelle-Zélande, ils mettent du vin de garde avec des bouteilles capsulées ok. ou bouchon à vis. Ouais, ouais, bien sûr. Et honnêtement, ça a aussi, ça a Ouais. pas un Et impact, ça évolue aussi beaucoup, ça. voilà. Et bah, typiquement, bon, ça c'est encore à vérifier, mais on maîtrise plus le passage d'air, hein, avec une Une capsule. capsule qu'avec Ok. un bouchon aujourd'hui. Ok. D'accord. Avec, voilà, la Ouais, ouais, capacité tout un... de Ouais, fermer ouais, une ouais. bouteille. La technologie fait que il y a moins de risques du coup d'oxydation Ouais. et Ok. de goût de bouchon. Ok. Donc Donc ça change aussi, quoi. Ça voilà, évolue. mais après les habitudes, voilà, les habitudes du vin Mm. français, c'est le bouchon, c'est la Mhm. capsule qui est plus obligatoire aujourd'hui, mais voilà, avec l'étiquette carrée, Ouais. la bouteille bien reconnaissable. Ok. Il faut aussi garder ça, mais il faut faire des compromis. Ouais, bien sûr, c'est clair. Ok, bah c'est passionnant tout ça. Peut-être avant qu'on en vienne aux 3 questions qui sont les questions avec lesquelles je clôture l'entretien. Est-ce que toi, comment est-ce que tu vois, donc certes ça fait que 2 ans, mais tu es quand même en contact quotidiennement avec cette filière-là. T'as peut-être pas la réponse, mais comment est-ce que tu vois l'évolution de la filière viticole? Enfin, tu vois, même les vignerons avec lesquels tu bosses, est-ce que, enfin voilà, de leur côté, ça va avoir, tu vois, ça va avoir des impacts sur, je sais pas moi, sur leurs autres vins? Est-ce qu'il y en a de plus en, enfin, est-ce qu'il y en a qui te contactent? Est-ce que tu vois qu'il y a d'autres projets qui se lancent? Est-ce que ça bouge ou est-ce que tu penses que Joyon est un acteur, un des rares acteurs à adresser cet enjeu aujourd'hui? Non, non, ça bouge vraiment. La consigne, les enjeux de consigne, voilà, tout le monde en a conscience. Ouais. En plus, le milieu viticole est un peu en difficulté, hein. Enfin, les gens boivent moins, ce qui est pas Mm. plus mal pour la santé publique, hein, Mm. faut pas se le cacher. Donc, voilà, tous les vignerons se posent des questions, comment bah, transformer les choses, comment trouver de nouveaux marchés, parce qu'il y a aussi ça, hein, c'est Mhm. voilà, Ouais, c'est vrai. participer à la consigne, c'est aussi potentiellement avoir de nouveaux clients qui ont d'autres intérêts. Mm. Ça, et tant qu'on néglige pas la qualité du vin, parce que nous c'est aussi ça, c'est-à-dire que les vignerons avec lesquels on travaille, bah ça fait que 2 ans, hein. Oui. Mais voilà, on est à la 45e cuvée.
Et les vignerons continuent Ouais, c'est ce que à nous fournir du vin. Ils sont contents. La qualité du vin n'est pas altérée. Et même les clients finaux s'en rendent compte. C'est-à-dire que voilà, le succès aussi fait que les clients demandent les vins Joyon dans les restaurants parce qu'ils savent que le vin, il est stable, il est bon, il est très peu sulfité. Voilà, c'est des vins très proches de vins nature, et certifiés bio. Donc, non, la filière, l'avenir, surtout que les lois étatiques là sont en train d'essayer d'imposer les consignes sur certains distributeurs. En 2030, il faut que 30%, je crois, je sais pas si c'est 20 ou 30, ce sera vérifié, 30% de leur catalogue soit consigné. Donc, ces distributeurs en réemploi sur toutes les boissons, donc le vin est aussi impacté, hein, il va falloir que tout le monde s'y mette. Il y a plein d'initiations, d'initiatives un peu partout en France qui remporte un franc succès. Donc on n'est pas tout seul, hein, en Joyon dans son coin. Non, il y a aussi un autre acteur qui s'appelle OE, par exemple, que l'on peut croiser aussi en CHR. Certaines régions commencent à développer des projets de consigne, et c'est tant mieux. On a un secteur qu'on est en train aussi de tester de notre côté, c'est les fûts. Des fûts de vin pour encore réduire encore plus l'impact carbone. Et c'est intéressant. Voilà. Donc on a différentes pistes pour essayer de participer à la réduction des déchets dans ce milieu. Merci beaucoup pour ces compléments. On va continuer avec des questions de bilan, si je puis dire, et de projection dans le futur, et un petit retour en arrière. Pour celles et ceux qui nous écoutent souvent, vous savez déjà quelles sont ces questions. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire les principaux enseignements, si tu devais retenir 2 ou 3 enseignements de ces 2 dernières années? Tu nous en as déjà t'as partagé des obstacles, t'as partagé des leviers, effectivement, plein de choses. Et si tu devais en choisir 2 ou 3, lesquels ce seraient? Les avantages ou les... Non, les enseignements. Les enseignements. Donc, ça peut être, les choses que t'as comprises, les choses que t'as appris, les choses que t'as constatées. Moi, je pense que le sujet de la consigne est un levier très important, en fait, pour que tous les acteurs se mettent autour de la table et participent à la réduction de production de déchets. Et le milieu de la restauration qui parle à tout le monde, hein, parce que tout le monde a besoin de boire et de manger, via les restaurateurs, via les vignerons, via les agriculteurs. Enfin voilà, tous ces milieux-là, c'est un moyen pour que tout le monde se reconnecte. Et je pense que la consigne a vraiment ce rôle à jouer pour que tout le monde redevienne un peu acteur et discute de l'avenir de notre alimentation, de la façon dont on boit. Après, je pense que l'État a quand même un rôle toujours plus important à jouer pour encourager. Typiquement, nous, les freins qu'on peut avoir, c'est typiquement des restaurateurs qui disent ah oui, le projet de consigne il est super, mais qu'est-ce que je gagne à faire ça avec toutes les autres contraintes qu'ils ont, parce que les autres bouteilles, il faut quand même les jeter à la poubelle. Voilà, donc moi j'aimerais bien que les acteurs finaux, donc que ce soit les restaurateurs ou les traiteurs, gagnent aussi quelque chose, qu'il y ait une sorte d'incitation, même fiscale ou... Voilà, exactement, une petite carotte. Je sais qu'il y a des projets en cours, notamment avec la mairie de Paris. On discute pour essayer de trouver de comment valoriser en fait les gens qui s'engagent. Voilà, comme typiquement sur une bouteille aujourd'hui de vin, on est obligé de mettre le logo AB, alors que finalement, ce serait mieux que ceux qui soient pas agriculture biologique soient un peu pénalisés, et pas être obligés de justifier de nos efforts. Que ce soit ceux qui font la bonne démarche qui doivent mettre des choses en place, alors qu'il faudra que ce soit l'inverse, quoi. C'est ça. Je te suis. Parce qu'effectivement, mettre le logo AB, ça a un coût derrière. En plus, d'être certifié, c'est quelque chose d'important, même si c'est important. Mais... Ok. Maintenant, on va parler aux marques. Alors, il y a 2 ans, c'est peut-être un peu tôt, donc on va parler aux marques d'il y a 10 ans. Et si tu te croisais à ce moment-là,
Donc je sais plus si à ce moment-là c'était Yes We Camp, si c'était prof de sport ou si tu étais si tu gérais la restauration. Mais en tout cas, si tu croisais le Marc il y a 10 ans, quels seraient les conseils que tu lui donnerais pour attaquer le mieux possible cette aventure Joyon? Et qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, il y a 10 ans, en fait, moi je suis parti d'une génération où l'impact de, enfin, tout ce qui est bilan carbone, réduction de déchets, c'est des choses qui existaient déjà, enfin, dans la littérature un peu Mm. spécialisée, moi j'ai l'impression, malgré le fait que j'ai été un restaurateur, de pas avoir été sensibilisé à comment mieux manger, mieux boire, ce qui est bon pour la santé ou pas. Et j'aurais aimé être plus au courant, plus engagé. Mm. Alors mais en se disant, putain, c'est quand même incroyable que tout ce qu'on essaie d'appliquer aujourd'hui, on aurait pu l'appliquer Ouais, bien c'est plus clair. tôt. Ouais, bien sûr. Et de faire partie des générations où on aurait pu être aujourd'hui plus impactant. Mais bon, Mm. c'est la vie de Mm. l'humanité ou Ouais, de la société contemporaine où il faut du temps pour intégrer les choses ouais. et du temps pour les appliquer. Mais voilà, j'aurais aimé être plus sensibilisé. J'ai eu la chance, moi, de faire un voyage en famille, un tour du monde en famille. Et ça, Ouais, c'est ça qui m'a... C'était, ouais, ça fait 10 ans aussi. ouais. C'est ça qui m'a sensibilisé à... Voilà, j'étais dans des endroits où il y avait quand même... Enfin, la gestion des déchets, c'était quand même Très très problématique et très... problématique. Ouais. C'est l'exemple de Bali qui me vient en tête, où voilà, il y avait quand même des piscines de déchets Ouais. aux abords des rivières, et c'est là où voilà, on se dit tiens, la mondialisation, le capitalisme, Mm, etc. mm. n'a pas que du bon. Ouais. Et voilà, enfin, en tous Donc les cas, révélateur, en tout cas, il y a eu ce voyage révélateur. Enfin, oui. et ok. Et voilà, donc après, j'espère, enfin, ce projet-là, participer à ma petite échelle à améliorer les choses. Ouais. Voilà, même si ça reste une goutte d'eau. Ouais, mais chaque goutte d'eau, hein, on sait, hein, on connaît, hein, chaque goutte d'eau permet après de créer des petites flaques, des lacs, des mers, des océans. Donc, je pense qu'il n'y a pas de goutte d'eau. Et puis, en fait, ça rejoint aussi ce que tu évoquais. Ce projet, c'est faire ensemble pour montrer que c'est possible, c'est rassembler. Donc, finalement, les impacts, tu vas avoir les impacts qui sont très visibles, que sont ceux des 3000 bouteilles distribuées, de la 45e cuvée, etc. Mais tu as aussi tout le mouvement en fait qui est créé autour de ça et qui participe à la fois, bah, tu l'évoques, à un changement en tout cas à une information, il y a une prise de conscience généralisée, mais par ailleurs qui permet aussi à chacun de faire ses fameux petits pas, quoi. Donc tu as l'effet d'entraînement derrière. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on va finir, parce que tu as commencé à répondre à la dernière question, mais on va aller encore plus loin. On va faire un saut dans le futur. On va se projeter, on va dire, en 2040. 2040, qu'est-ce que tu souhaiterais partager peut-être aux générations, aux personnes qui nous écoutent en 2040, leur raconter de cette histoire, voilà, où est-ce que tu aimerais être en 2040? Le micro est libre, tu peux dire ce que tu veux. Ah, 2040, c'est vrai que je me suis jamais trop posé cette question. J'espère que, bah, en tous les cas, les projets que j'aurai accompagnés, notamment avec Joyon, auront perduré et auront participé à ce que la consigne soit développée Mm. dans plein de secteurs pour réduire, voilà, pour participer à la réduction des déchets et que les institutions, les vignerons, enfin tous les acteurs auront Saisie été du sujet. mobilisés, voilà, et que la France et d'autres pays se seraient mobilisés pour réindustrialiser, pour qu'il y ait des espaces de Mm. lavage, des espaces enfin voilà, que tous les acteurs soient bien engagés en disant ah tiens voilà, Joyon a participé À cette à transformation, cette quoi. transformation globale et voilà, et la consigne est imposée partout, Ok. voilà. Ça me va bien comme idéal de 2040. Merci beaucoup Marc. Je tiens à préciser que donc vous pouvez, si vous voulez découvrir, goûter les cuvées Joyon, il y a une carte interactive sur le site joyon.fr. Et donc avec notamment les différents restaurateurs et restauratrices. Et puis sur le site, il y a également la présentation des différents vignerons, la présentation du projet. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci beaucoup pour la franchise de notre échange, pour évidemment tout ce que tu as construit.
Merci aussi de m'avoir permis de boire du vin dans des bouteilles réemployées avec différents événements qu'on a pu organiser avec la ville de Paris. Et puis, grand bravo et peut-être à bientôt, j'espère. Merci Justine pour ton accueil et à bientôt aussi.